bienvenue. Bienvenue dans le monde de l'aventure humaine, de la performance, de l'exploit. Bienvenue dans le monde d'Ushuaïa, Ron Poulenc. Exactement à 100 km au large du Belize, qui est ce petit état d'Amérique centrale où nous étions encore la semaine dernière. Bonsoir à toutes et à tous, Ushuaïa, le magazine de l'extrême, donc pour la deuxième semaine consécutive avec Krav Menuhin et toujours en Amérique centrale. La semaine dernière nous étions au Guatemala, un peu dans l'ouest, et puis au Belize pour suivre ce que l'on appelle la route des Mayas. Mais cette fois-ci avec Krav Menuhin et son hydravion, eh bien c'est à une autre curiosité que nous allons nous intéresser. Nous sommes à l'aplomb d'un superbe atoll à 100 km donc dans l'Atlantique, offshore, au large du Belize, et à l'aplomb de ce que l'on peut considérer être l'une des plus extraordinaires curiosités géologiques que l'on appelle en français le trou bleu. Et je vais demander à Krav d'incliner un peu son avion. Vous allez mieux comprendre pourquoi l'on appelle ça le trou bleu. On est au milieu de l'atoll, dans le lagon, et vous allez voir cette tache sphérique bleu marine qui indique la profondeur, qui vient tout d'un coup donc trancher avec la couleur turquoise de l'eau ici qui à l'intérieur du lagon est très peu profonde, entre 1 mètre et 1 mètre 50 d'eau, et tout d'un coup cesse le lit de sable blanc ou la couleur claire du corail avec cette couleur bleu marine, bleu des profondeurs, le grand bleu comme dirait Luc Besson. On peut y descendre jusqu'à 150 mètres et je vous expliquerai tout à l'heure le pourquoi de ce trou bleu, ce trou donc dans le plateau corallien. Voilà, on va aller s'y poser avec l'hydravion de Krav Menuhin, et l'idée aujourd'hui c'est de vous montrer donc cette curiosité géologique, de descendre à l'intérieur car il y a un spectacle tout à fait étonnant. Première rencontre de l'émission, premier sujet de l'émission avec, on reste dans le domaine maritime, quelqu'un qui comme Krav et moi nourrit la passion de la vie sous-marine, mais peut-être plus encore que nous, et nourrit la passion des dauphins. Je crois que c'est la passion d'une vie, une passion sans fin. Et dernièrement, il a décidé de s'intéresser à tous ces dauphins solitaires, enfin souvent solitaires, qui cherchent délibérément le contact de l'homme. François-Xavier Pelletier a fait un peu le tour du monde de ces dauphins donc, qui cherchent le contact de l'homme. Il s'est rendu en France, en Yougoslavie et en Australie. A tout de suite, le temps pour nous donc, on va même se poser tout de suite pour que vous puissiez voir ce trou bleu, étonnante cavité qui descend 150 mètres de profondeur au milieu donc de cet atoll au large de Belize dans l'océan Atlantique. Et à tout de suite. Le 17 décembre 88, Jean-Louis était porté disparu. Drôle de nom pour une dauphine que les pêcheurs de ce havre breton avaient 12 ans plus tôt confondu avec un requin, un Jean-Louis comme ils disent. Cette sacrée dauphine deviendra vite une dauphine sacrée pour tous ceux qu'elle a décidé de rencontrer. Même les pêcheurs acceptent de lui partager leur territoire, car rien ne lui échappe. Chaque geste, chaque mouvement dans la baie doit nécessairement passer sous son contrôle.
Jean-Louis est une aventurière. Sa peau en porte les traces. Dans le Ré de Seine, elle aime flirter avec les vagues violentes et les rochers escarpés. C'est ici qu'il faut aller la chercher, à ses risques et périls. L'amitié de Jean-Louis se mérite. S'il est facile de caresser un dauphin dans un aquarium à touristes, c'est excessivement rare dans un milieu naturel. Catherine et François-Xavier Pelletier ont navigué et plongé durant des mois autour du rocher favori de Jean-Louis. En retour, elle leur a offert son amitié. Elle les a même parfois sauvés de situations dangereuses. Elle adorait jouer, à condition de diversifier les jeux. L'amitié des hommes était la seule raison de sa présence. Il a fallu qu'une équipe de scaphandriers imbéciles transgresse les règles pour qu'elle s'en aille à tout jamais. Pour ceux qui désirent en France aller à la rencontre d'un dauphin ambassadeur, il ne leur reste plus hélas que Fos-sur-Mer. C'est ici que Fanny s'est passionnée pour les balises, une véritable obsession, un point de repère. Autrefois, elle avait une amie, Marine, une autre dauphine. Elle s'est enfuie devant la folie des hommes. Depuis, Fanny est seule, oubliée de tous, avec pour seule compagne sa dernière bouée favorite. Delphine et Noé Pelletier ont fini par la découvrir dans les eaux boueuses d'un chenal portuaire, au milieu des grues et des cargos. Lorsque Noé et Delphine sont allés sur la côte ouest australienne pour observer les fameux dauphins de Mont Kémia, ils ne s'attendaient pas à y trouver une telle organisation pour touristes ennuyés. Noé a bien tenté de les distraire, en vain. Dans les années 60, un pêcheur et sa femme distribuaient le rebut de leurs poissons à un vieux dauphin qu'ils avaient baptisé Old Charlie. D'autres se joignèrent à lui, et aujourd'hui la 3e génération des Old Charlie vient réclamer son dû dès qu'elle aperçoit l'embarcation d'un pêcheur qui ne saisit pas toujours la raison de cette visite. Sous l'œil vigilant des rangers, les dauphins ont rampé sur le sable. Les touristes crient au miracle. Leurs dauphins sous garantie sont là, à leurs pieds. Ils ne sauront jamais que le tourisme business en a fait des mendiants. Ici, à Mont Kémia, les dauphins ne s'intéressent qu'aux poissons qu'on leur offre. Alors qu'à 1000 km de là, à Banbury, un homme est parvenu depuis quelques semaines seulement à se lier d'amitié avec un groupe de dauphins, sans leurre ni poisson. Un succès sans précédent. Les Australiens viennent chaque jour se baigner, c'est la fête.
mais déjà les premiers poissons font leur apparition. Kotor, en Yougoslavie. Depuis 5 ans, les enfants se sont liés d'amitié pour une dauphine, une Tursiops, la même espèce que Jean-Louis, Fanny et les autres. Elle a été baptisée Yotsa, Jean en yougoslave, par cette femme qui n'a pas hésité à tuer une tortue qui jouait avec elle pour la protéger. Yotsa vit dans la vaste baie de Kotor. Pour la repérer, Noé et Delphine ont emmené Jelko, l'un des amis privilégiés de cette dauphine exceptionnelle. Car ici, la légende du dauphin soigné par un enfant et qui l'emmène ensuite sur son dos est devenue réalité. Mais Yotsa a du caractère. C'est à elle et elle seule de décider de l'heure et du lieu de rendez-vous. D'après les habitants de Kotor, Yotsa serait la fille d'une dauphine tuée 4 ans auparavant dans la baie. Elle-même aurait été victime de plusieurs coups de harpon. Pour l'encourager à rester parmi eux, le conseil municipal a signé un décret de protection en sa faveur, à la grande joie des enfants. Pour la première fois de sa vie, Jelko a enfilé un scaphandre autonome. Il n'est pas très à l'aise, Yotsa non plus. Personne n'avait encore partagé son domaine sous-marin. Mais le territoire de Yotsa est vaste et ses admirateurs nombreux. Dans le respect de chacun, grâce à l'intelligence de chacun, c'est un exemple à suivre, celui de la liberté. Merci à François-Xavier Pelletier pour ces images de dauphins. Retour sur le trou bleu qui, vu du ciel, c'est vrai, ressemble à un parfait cratère volcanique. Mais en réalité, le trou bleu n'a rien de volcanique. Pour tenter de comprendre la formation de ce trou bleu, il faudrait pouvoir remonter il y a de cela 20 000 ans. Il y a 20 000 ans, le niveau de la mer était 150 mètres en deçà de son niveau actuel. C'est-à-dire qu'il était à peu près au niveau du fond de ce trou bleu qui fait à peu près 150 mètres. Et au fur et à mesure des siècles, avec l'effet conjugué de l'affaissement léger de la plaque tectonique et de la remontée des eaux, eh bien ce qui était sans doute autrefois ici une colline haute de 150 mètres a été entièrement recouverte donc par les océans. Et à cet endroit-là, sous cette colline, il devait y avoir l'équivalent du gouffre de Padirac que l'on connaît chez nous, c'est-à-dire une immense cavité creusée de galeries souterraines, érodée au fil des siècles par les eaux de pluie qui ont formé donc une gigantesque cavité. Et avec le poids des océans, la voûte de cette cavité s'est affaissée et a donné lieu donc à ce trou bleu où l'eau s'est engouffrée et maintenant donc toute cette cavité bien entendu est complètement immergée. Voilà donc ce qu'il y a sous la surface de ce trou bleu et on va donc descendre assez profond, c'est une plongée délicate, profonde. On n'y rencontrera sans doute aucune espèce ou très peu d'espèces animales. Il y a quelques requins qui traînent dans ce trou bleu, mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est surtout de voir ces formations géologiques colossales qu'il y a donc en profondeur sous la surface de cet océan.
15 mètres et l'on démarre dans ce que l'on appelle une plongée profonde, descente dans le trou noir et la lumière se fait de plus en plus rare. L'on descend vertical cette paroi et l'on est absorbé par ce gigantesque trou bleu. À partir de maintenant, il faut faire chaque chose avec pondération, car la plongée à ces profondeurs-là est soumise à des règles très strictes, très délicates, des règles physiologiques et techniques. On consomme beaucoup plus d'air à ces profondeurs-là, et si l'on ne fait pas attention, on peut se retrouver sans air. Et ceux qui l'ignoreraient, on ne peut absolument pas remonter comme cela à la surface, car il y a des paliers à respecter, des temps d'arrêt à la remontée pour faciliter les échanges gazeux, où il faut rester parfaitement immobile. Rencontre maintenant avec un personnage attachant que l'on aimerait avoir comme grand-père, Bill Mason. Il incarne pour les Américains l'âme de la vie sauvage. Depuis plusieurs dizaines d'années, il jalonne et arpente les rivières du Grand Nord américain avec comme mode de locomotion un canoë et comme mode d'expression, la peinture. Bill Mason, une vie d'artiste autant que d'aventurier, portrait de ce personnage hors du commun qui incarne parfaitement la symbiose avec la nature. Il se dégage un sentiment de liberté à parcourir une rivière sauvage. Un sentiment d'un passé lointain que l'on a presque oublié. C'est le moment où l'on devient partie intégrante de son canoë, de la terre et de tout ce qui existait avant. Voyager en solitaire est un défi toujours renouvelé, où jamais le danger n'est totalement absent. Le canoëisme en région isolée réclame beaucoup de dextérité, un mélange d'expérience et de prudence. On apprend à interpréter les signes, à connaître les rapides, avec comme unique compagnon l'inconnu. Ainsi parle Bill Mason d'une passion qui ne l'a jamais quitté depuis son enfance. Très jeune, Mason, né à Winnipeg dans le Manitoba, démontre un talent remarquable pour le dessin et la peinture, mais le canoë accapare toute son attention. Et dès l'âge de 12 ans, il se construit un kayak de fortune pour remonter à la Pagaie, la très ancienne rivière Rouge, rêvant à de futurs voyages au long cours. Aujourd'hui, les années ont passé, mais son plaisir de descendre une rivière ne s'est pas émoussé le moins du monde. L'envie de partager avec les autres ce qu'il découvre du fond de son canoë pousse Bill Mason à la réalisation. Mason admire depuis longtemps les films de Chris Chapman. Comme lui, il aime les merveilles que la nature offre à ceux qui savent les observer. Alors il tourne pour le compte de l'Office national du film du Canada, Vogue à la mer, chef-d'œuvre de sensibilité et de poésie. L'histoire d'un petit canoë parti rejoindre l'océan Atlantique et qui va devoir surmonter bien des obstacles pour atteindre son but.
Vogue à la mer va crouler sous les prix. Nommé par l'Academy Award, il devient rapidement le film le plus populaire de l'histoire de l'Office du film canadien. L'imagination de Mason n'est pas en panne pour autant. De toute façon, le canoë, son ami de toujours, ne peut être absent de l'histoire des grands lacs qu'il envisage de tourner. Le titre, grandeur et décadence de cette véritable mer intérieure nord-américaine, traité en comédie, comporte pourtant et déjà à son époque un doux violent réquisitoire sur la détérioration de notre environnement. Et les messages contenus dans les films de Mason sont on ne peut plus clairs. Si nous détruisons notre environnement, nous en subirons rapidement les conséquences. La troisième production du dessinateur, canoëiste et cinéaste, simplement intitulée Blake, reçoit elle aussi les honneurs internationaux. Blake est aussi fanatique d'aviation que Mason peut l'être de canoë. Il ne vit que pour voler. Les deux hommes travaillent du matin au soir, s'investissant totalement l'un et l'autre dans leurs passions respectives. Pendant 3 ans, Bill Mason séjourne dans l'île de Begin, dans le nord de la Colombie-Britannique, pour fréquenter les loups, les caribous et les orignaux. À l'extrémité de son téléobjectif, Mason trouve matière pour 3 films, Au pays des loups, La fin d'un mythe, et son premier long métrage d'affection, se plaît-il à dire, au titre évocateur, Le chant de la forêt. Perdu dans l'Arctique et ne pouvant compter que sur lui-même, Bill Mason apprend très vite à vivre comme les Inuits, dans un igloo. Cet habitat traditionnel se révèle être un formidable observatoire. Pour le cinéaste, le loup devient la représentation de ce qui est libre et sauvage. Mais l'envie de pouvoir les regarder droit dans les yeux est la plus forte. L'envie de découvrir aussi la gamme d'émotions qu'il les croit capables de ressentir et d'expressions qu'ils peuvent adopter. Dans un enclos derrière chez lui, Blake décide d'élever ses propres loups et d'observer leur comportement de plus près. Il s'ensuivra une série de constatations qui porteront un coup sévère à la funeste réputation que l'on a toujours faite à ces grands carnassiers. Et malgré ces images, le loup qui vit en clan familial
possède une dose d'inhibition qui l'empêche d'utiliser ses crocs pour blesser ou tuer les autres membres de sa famille. Et puisque pour Bill Mason, les grands loups sont l'image de la liberté, il était normal qu'il la leur rende après un adieu touchant. Entre les périodes de tournage de ses films, Bill Mason retourne à son fidèle canoë, se consacre à l'écriture de livres, mais aussi et surtout à la peinture. Sa création prend ainsi une nouvelle dimension, devenant un art plus personnel encore que son cinéma. On a l'impression de visiter le passé géologique avec ses grandes concrétions rocheuses, ses stalactites et ses stalagmites formées il y a plus de 20 000 ans et depuis recouvertes par les eaux. Vraiment des concrétions géantes, colossales, un autre monde. C'est un décor unique au monde. Il n'y a rien de semblable sous aucune autre mer du monde. Et il faut sans arrêt vérifier son profondimètre, car pour les néophytes, sachez qu'il s'agit ici d'une plongée profonde, soumise à des lois physiologiques et à des règles techniques tout à fait délicates. Sans vouloir faire de sensationnalisme, il faut savoir que beaucoup y sont restés en voulant visiter ces cavités extraordinaires. Le trou bleu de Belize est chargé d'histoires dramatiques. On dit même que certains plongeurs ont rencontré ici un monstre tout à fait terrifiant, mais nous laisserons ces légendes de côté, même si elles sont, paraît-il, empreintes
de vérité. Image noir et blanc maintenant, pour revenir sur sans doute la plus belle aventure humaine, du moins vue de chez les Britanniques. Les Britanniques ont 3 grands héros dans l'aventure humaine. Il y avait Stanley qui avait retrouvé Livingstone. Il y a eu ensuite Shackleton, l'explorateur antarctique. Et puis il y a eu Hillary, le vainqueur de l'Everest. Si Hillary est bien le vainqueur de l'Everest, parce que l'Everest est chargé d'une légende extraordinaire, puisque en 1923, 2 hommes, dont Mallory, ont disparu à 300 mètres du sommet prestigieux. Et jamais, en fait, l'Himalaya n'a livré le secret de cette disparition, la disparition de 2 hommes qui avaient pratiquement atteint l'Everest. Conquérir le sommet inviolé de l'Everest. 8848 mètres. Un rêve impossible? Peut-être. 1924. Pour cette expédition, le rêve doit absolument devenir réalité après ces 6 semaines de marche à travers l'Inde. Ils sont jeunes, ils sont en bonne condition, ils sont pour la plupart expérimentés. Animés par cette passion commune de la montagne, ils vont réussir, c'est sûr. Leurs noms, Norton, Mallory, Somerwell, Odell, Irvine, Hazard, Noel et Bruce. Le monde entier attend avec impatience l'annonce de cette victoire de l'homme sur le géant. Déception. En guise de victoire, un mystère. Aujourd'hui, 70 années plus tard, toujours le même doute et toujours cette même question. Ont-ils réussi? Dès le départ, l'expédition n'a qu'une obsession, la mousson. Il faut réussir et vite. Les délais pour le succès s'amenuisent avec le temps. Aucun homme, même celui qui ose s'attaquer à ce Goliath de pierre, ne pourrait imaginer une lutte avec la météo. Pas à cette altitude. Sur le toit du monde, la nature, c'est le caprice et la puissance à l'état pur. Successivement, 2 tentatives pour installer un campement au col Nord échouent. Ces 2 échecs consécutifs mettent à mal le moral de l'expédition. Et pourtant, malgré la mousson qui approche à pas de géant, malgré la fatigue, une 3e tentative est envisagée par Mallory, dont la conviction semble intacte. Mallory est déterminé. Norton, le leader de l'expédition, a atteint l'altitude de 8573 mètres. 8573 mètres, mais il n'a pas pu atteindre le sommet, et pour cause. Aujourd'hui, Norton est aveugle. Il ne pourra pas tenter un nouvel essai. Sa cécité sera totale, elle durera plusieurs jours. C'est pendant cette période que Mallory, âgé de 37 ans, le plus expérimenté de sa génération, arrache l'accord de Norton avant que l'on ne l'aide à regagner le camp de base. La tactique de Mallory est simple. Atteindre le camp 6 sans oxygène, partir seul avec Irvine et enfin utiliser l'oxygène pour les derniers mètres. 8 juin 1924, Mallory et Irvine quittent Odell et partent pour le sommet. Ils sont en retard. Un nuage passe. Personne ne reverra plus jamais Mallory et Irvine. Sur la neige, ces couvertures pour informer la vallée du drame qui s'est déroulé ici, sur le toit du monde, dans le secret le plus absolu.
Personne ne saura jamais si ces deux hommes sont morts avant d'atteindre le sommet. Mallory, Irvine, leurs noms resteront à jamais liés à l'histoire de la conquête de l'Everest. Le record établi par Norton et homologué résistera près de 30 années. Il faudra attendre 1953 pour que le sommet soit violé par Hillary et Tenzing. On est encore tout près du trou bleu. Nous étions il y a quelques instants exactement à 5 km dans cette direction, c'est-à-dire à moins d'une minute à portée d'hydravion. On s'est posé dans ce petit minuscule récif perdu au milieu de l'océan Atlantique qui a ceci de commun avec le trou bleu, c'est que ce sera, et il faut l'espérer bientôt, un site protégé car c'est l'un des plus exceptionnels sanctuaires d'oiseaux au monde. Il y a entre autres ici deux espèces d'oiseaux extraordinaires, les boobies, ces oiseaux d'une beauté totale, dont les cris ressemblent à des rires, et puis au-dessus, le vol majestueux et gracieux de ces gigantesques voiliers, de magnifiques planeurs que l'on appelle des frégates. Et ils sont des centaines, sans doute des milliers, à nicher en ce moment à la cime des arbres, à hauteur desquels d'ailleurs nous sommes, puisque nous bénéficions d'une petite plateforme que nous avons fabriquée pour pouvoir être à leur portée. Dernière rencontre de cette émission avec ces femmes qui forcent notre admiration, des personnages exceptionnels. Je dis ces femmes parce que là c'est encore une femme que l'on va découvrir et c'est encore en Afrique que ça se passe. Et décidément il y a des grandes dames en Afrique. Il y a peu de temps nous vous avons fait découvrir cette flying doctor, cette médecin volant, Anne Speury, qui vole au Kenya aux commandes de son avion alors qu'elle est âgée de plus de 70 ans pour aller porter les soins et les médicaments dans les zones de brousse les plus reculées. Peu de temps auparavant, on faisait découvrir cette fantastique Canadienne, Pascale Sicotte, qui, sur les traces de Diane Fossé, vit aux côtés des gorilles. Maintenant, c'est une Allemande née à Stuttgart qui a été faire ses études en Californie, qui a passé son diplôme de docteur en anthropologie, qui a décidé d'aller au Kenya encore pour étudier de près les babouins. Elle passe sa vie avec 38 de ces babouins pour tenter de décoder leur mode de vie. Portrait de Shirley Strong par une autre femme qui connaît aussi très bien le Kenya pour cause elle a été élevée enfant au milieu des Maasai par ses parents, c'est Isabelle Rumegger. Shirley Strong vue par Isabelle Rumegger, mais juste avant, on va quand même tranquillement regarder ce spectacle qui se déroule autour de nous. Dans les grandes plaines du Kenya, sur l'équateur, surgissent ces falaises, refuge nocturne d'un groupe de 38 babouins. Chaque matin, ils descendent des rochers qui les abritaient des prédateurs et les petits s'amusent ensemble avant de descendre dans la plaine toute la journée en quête de nourriture. Voilà 17 ans que Shirley étudie le comportement de ce groupe. Lorsqu'elle est arrivée pour la première fois en 1972, elle était une citadine californienne qui avait tout à apprendre de la vie de brousse. Shirley a dû s'habituer aux matins très frais, puis au soleil brûlant, aux moustiques et aux insectes étranges. Le plus difficile était de les approcher et de se faire accepter parmi eux. Pour cela, elle devait s'approcher doucement, sans jamais les regarder dans les yeux, la tête détournée. S'il la fixe du regard, signe de menace, mine de rien, elle détourne la tête.
Parcourant parfois 20 km par jour, il fallait les suivre à leur rythme. Pendant 17 ans, Shirley a noté consciencieusement tout ce qu'il mangeait au fil des saisons. Maintenant, elle scrute le paysage avec les yeux d'un babouin pour détecter ce qui est comestible. Tubercules, feuilles, fleurs, épines. Parfois, il mange un lapin, un oiseau ou un bébé gazelle. Shirley s'est mise à goûter leur repas, parfois délicieusement sucré ou terriblement amer. Et elle garde précieusement un échantillon de leur reste. Et plus d'une fois, elle s'est empoisonnée, n'ayant pas leur résistance. Sous la pluie, toute activité sociale cesse, et elle les observe avec tendresse, car elle sait combien ils détestent être mouillés. C'est pendant le toilettage que Shirley découvre les codes sociaux. Ici, Michel toilette Martha, son petit. Elle a donné à chacun un prénom qui, pour chaque famille, commence par la même lettre. Rebecca, jeune mère inexpérimentée, toilette son bébé la tête en bas, ce qu'il accepte de bonne grâce. À ses côtés, son copain Clayton ronfle doucement. Pour Shirley, ce sont toujours les mêmes gestes. Regarder l'heure, prendre des notes, identifier chaque babouin et observer 12 heures par jour leurs moindres gestes. Seule, sans autre humain, elle ne se sent pas isolée, car elle participe à leur vie sociale. Sa passion lui permet de s'intégrer. Elle accumule des données pendant 8 mois et elle enseigne en Californie pour transmettre aux étudiants ce que les babouins lui ont appris. 2 de ses étudiants se sont intéressés au comportement des mâles pendant les amours. Ici, il compare avec elle le calendrier des cycles des femelles. Extended a little bit more here and a little bit more on top. We might have to wait till she stands up again. Yeah. I would have said 26, maybe 28. I have to have a better look. But certainly, you see up here, that part, and to the side here, instead of there. The question is it down there too? Not very much down there, but it can be 26. But if you got 24 and 26, yeah. That's big. Okay. Puis, une fois par mois, Shirley compare ses notes avec celles de ses étudiants pour tout mettre sur ordinateur. So here we have, let's say, Mavis, Michelle, and then all the rest of the family. And who is higher ranking, Michelle or Mavis? Michelle. Michelle. And that's because of the relationship within the family, right? Yes, yeah. So Mavis was Melissa's younger sister. Intégrée au groupe, elle nous fait partager une scène exceptionnelle. Le jeune Robert, encore inexpérimenté, va essayer de conquérir en vain Michel par la force. Celle-ci s'est réfugiée sous un rocher pour échapper au jeune mâle vindicatif. Il comprendra plus tard que la stratégie et la ruse l'emportent sur l'agression. Et c'est ce que met en pratique ce vieux sage en se faisant l'ami d'un bébé pour séduire sa mère. À la fin de ces 2 semaines en Amérique latine,
du magazine Ushuaïa. On va retourner en France où nous serons la semaine prochaine pour faire un petit clin d'œil à Clément Ader, dont on va célébrer cette année les 100 ans du premier vol en avion. C'était en 1890 de l'aviateur Clément Ader. La semaine prochaine, donc, dans Ushuaïa. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et donc, à la semaine prochaine. Et merci à Cran Bénuine pour la réalisation de cette émission. Ok ? Ouais. Rhône Poulenc et Ushuaïa, l'aventure humaine, la performance, l'exploit.